Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir au nom du SAT-RATP d'accueillir Olivier Blond, président de l'association Respire. Je vais le laisser se présenter et ensuite on essaiera de répondre à toutes ces questions que vous nous posez depuis ces derniers jours suite à la parution dans la presse d'un article parlant de la pollution de l'air dans le métro. Bonjour Reda, bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation. Merci à Je toi. m'appelle Olivier Blond, je dirige l'association Respire, qui est l'association nationale de lutte contre la pollution de l'air, tout simplement. Donc Olivier, on a derrière nous des images qui sont de la station Châtelet avec un capteur, c'est ça? Est-ce que tu peux nous expliquer très simplement ce dont on parle quand on parle de pollution dans le métro? Parce que de nombreux collègues me disent, Reda, on a bien vu l'article publié, on a plein de questions, l'impact sur la santé, mais qu'est-ce que c'est que la pollution? Qu'est-ce que c'est que les mesures? Comment on fait les mesures? Et puis voilà, après j'en profiterai aussi pour aller un peu plus loin. Ok. On sait tous que le métro est pollué, c'est pas une nouveauté, on le sait depuis longtemps. La question c'est, est-ce que c'est beaucoup pollué ou un peu pollué, et est-ce que c'est dangereux? Et par rapport à ça, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut la transparence. Il faut qu'on puisse savoir, il faut qu'on puisse décider. Est-ce qu'on prend des risques en prenant le métro en tant qu'usager ou en tant qu'employé? Et donc, on a regardé les mesures de la RATP, et nous, ce qu'on dit, c'est que ces mesures-là, elles sont complètement insuffisantes. Il n'y en a pas assez, elles ne sont pas assez transparentes, elles ne mesurent pas forcément les bons paramètres, etc. Et pour prouver que ces mesures, elles étaient insuffisantes, eh ben, on est venu, nous, avec un capteur particulier, un capteur qui nous a été prêté par un chercheur du CNRS qui est spécialiste du sujet, donc c'est vraiment un super bon capteur, et on s'est placé juste devant les stations de mesure de la RATP pour voir un petit peu si ça collait ou pas. Et puis on a regardé un petit peu justement qu'est-ce que c'était ces stations de mesure de la RATP. Il y en a 3 sur Paris, une à Châtelet, une à Franklin Roosevelt, une à Aubert. Et donc là, ce que vous voyez, c'est la tête de mesure, c'est par où l'air rentre dans la station de mesure à Châtelet. Et vous voyez, c'est de la blague, c'est tout encrassé, tout ça. Et évidemment, les mesures étaient un petit peu bizarroïdes quand on les a comparées avec les nôtres. Probablement au moins parce que la station, elle n'est pas bien entretenue. Ça se voit, il n'y a pas besoin d'être un grand chercheur pour le voir. Après, on est allé voir aussi à Franklin. Alors Franklin, on a fait la photo. C'est ça le capteur. Vous voyez les petits tuyaux là, bleu, rouge là, et puis les serflettes là, c'est du bricolage. Bon, ils ne sont pas complètement fausses les données, mais enfin, c'est pas suffisamment sérieux par rapport au risque pour les, encore une fois, pour les salariés et pour les usagers. Excuse-moi, je te coupe. Donc ce qui veut dire que là, en fait, ces pailles, c'est là que se fait la récolte des particules? Exactement, c'est 2 petits tuyaux là, et l'air il va rentrer par là, et après il va ressortir. Oups. Et bon, c'est pas très sérieux, quoi. D'accord. Par contre, alors là, on voit la station de Aubert, à chaque fois on vous met une photo du quai, et là c'est une super belle station, elle est toute propre, la tête de mesure elle est parfaite, et ça. En fait, il faudrait ça à Châtelet, à Franklin, et puis dans plein d'autres stations. Mais alors, l'ironie, d'une certaine manière, c'est que cette station de mesure, qui est donc la meilleure qu'ils aient dans les 105, eh ben, elle ne fonctionne pas. Ça fait 2 ans qu'elle ne donne pas de résultats, soi-disant parce que les travaux, alors ça va fausser les mesures. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? À cause des travaux, il y a encore plus de pollution, et donc la RATP, elle ne veut pas donner les chiffres, ce qui est choquant. Parce que, évidemment, pendant ces 2 ans où la station ne donne pas ces chiffres, eh ben, il y a des gens qui prennent le RER, il y a des gens qui les conduisent, il y a des gens qui travaillent sur les quais, etc. Rien ne s'arrête pendant ça. Donc, ce qu'on dit, notre étude, elle dit le système de mesure de la pollution de l'air de la RATP, il est insuffisant parce qu'on sait qu'il y a un vrai risque. Il y a un vrai risque de santé. Donc il faut vraiment savoir précisément où est-ce qu'il est, comment, est-ce que c'est le matin, le soir, dans telle station, dans telle autre, pour commencer à prendre des mesures. Si on ne fait même pas le diagnostic au départ, on ne peut pas donner le bon traitement. Donc là, en fait, tu viens de mettre le doigt sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire que l'étude qu'on a menée conjointement avec le CNRS a mis en évidence des mesures. Ces mesures, elles nous paraissent inquiétantes parce qu'elles ne reflètent pas ce que mesure la RATP avec ces 3 appareils. Donc celle-ci, bon, l'affaire est classée puisque tu viens de le dire, elle ne prenait pas de mesures malgré le fait qu'elle soit neuve. Et l'impact sur la santé.
Mais quand on parle de pollution, souvent, et d'ailleurs c'est un petit peu ce que reproche la RATP, puisque elle de son côté a répondu à l'étude que nous avons faite en disant que tout ce qu'on lui livrait, c'était pas tout à fait exact et qu'elle contestait euh, l'exactitude des mesures effectuées avec les appareils. Alors effectivement, moi quand j'ai fait ta connaissance, c'est au travers d'un sujet qui avait traité en 2019 qui m'a conduit à vouloir te rencontrer et à comprendre un petit peu ce qui se passait à la fois pour, de ton côté, ton association Respire et l'intérêt que tu portais à la pollution et à l'impact que ça pouvait avoir sur les voyageurs. Et moi, j'ai pris contact avec toi pour savoir aussi ce qu'il en était pour les gens qui travaillaient. Et les gens qui travaillaient, effectivement, comme tu l'as dit, ils sont assez nombreux, puisqu'on a des agents du GPSR, des agents de la maintenance, on a des agents de station et de gare, on a des agents de contrôle, enfin bref, on a à peu près, j'ai fait le compte, 15 000 salariés qui, eux, travaillent dans ces espaces, sans oublier, puisque ça nous a été rappelé, bah, les personnels du nettoyage qui effectuent leur mission, nos collègues de nuit de GDI qui effectuent leur mission, eux, sur les voies, et tous les personnels attachés aux différents commerces qu'on peut trouver dans les espaces. Donc une fois qu'on a dit ça et les mesures qu'on a fait, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi la RATP contestait nos mesures. Alors ce que j'ai cru comprendre dans son argumentaire, l'argumentaire qu'elle nous a livré, c'est que dans la première étude que tu avais fait, tu utilisais des appareils portables et je ne suis pas un spécialiste, elle parlait de la difficulté d'avoir des mesures qui soient exactes en fonction de l'humidité. Moi, il m'a semblé que les appareils qu'on avait à disposition de la part de Jean-Baptiste, du CNRS, n'étaient pas ces appareils portatifs et ne devaient pas être. Enfin, les résultats ne pouvaient pas être remis en question par la RATP. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Oui, ça c'est vraiment de la mauvaise foi. Enfin, on peut parfois ne pas être d'accord, mais là c'est juste de la mauvaise foi. En fait, ils font semblant de confondre des petits appareils qu'on tient dans la main, qui sont des appareils portables qu'on appelle des microcapteurs, qu'on utilise pour se balader et qui ont effectivement une fiabilité assez faible, avec les outils du CNRS. C'est quand même le Centre national de recherche. Enfin, c'est pas des débutants. Jean-Baptiste Renard, qui est le chercheur avec qui on travaille, il travaille sur le sujet depuis des années, il fait des mesures dans plein de pays. C'est lui qui a installé la station de mesure sur le ballon de Paris, qui est donc dans le 15e. C'est vraiment pas sérieux, ils font semblant de ne pas faire la différence. Bon, c'est malhonnête. Et puis en plus, ce qui est absurde, c'est qu'ils disent oui, oui, mais on conteste vos chiffres, etc. Mais ils contestent quoi? Ils contestent nos chiffres dans la station de Aubert. Mais justement, eux, ils n'en donnent pas des chiffres. Alors, on dit, mais s'il vous plaît, donnez les chiffres de Aubert. On serait ravis qu'on puisse les comparer. On a donné des chiffres à Place d'Italie, à Gare de Lyon, à Abbesse. La RATP, elle conteste ces chiffres, mais ils n'en font pas de mesure dans ces stations. Ils n'ont pas de station de mesure là-bas. Et justement, c'est ce qu'on leur dit. On leur dit, il faut rajouter des points de mesure, il faut mesurer, y compris dans plein de stations différentes, parce que la station Aubert, elle n'est pas la même que la station Abbesse, elle n'est pas la même que la station Châtelet ou Place d'Italie, etc., etc., etc. Et donc, il faut vraiment surveiller la pollution, et vous, RATP, vous ne le faites pas vraiment. Vous vous contentez de deux petits trucs, de rien du tout. Et en plus, qui sont franchement pas performants. Donc, ils contestent, mais en fait, ils ont pas vraiment d'arguments. Enfin, je trouve ça un petit peu décevant d'avoir si peu d'arguments. Et puis, c'est pas comme si il disait qu'il n'y a aucun problème. Parce que même si on dit, ok, les chiffres de la RATP sont justes, il n'y a rien de faux dans leurs chiffres. Si on les regarde, mais les chiffres, ils sont super inquiétants. Pour le personnel et pour les voyageurs, encore une fois. Justement par rapport à ça, parce qu'on est nombreux à s'intéresser à la pollution, c'est le chemin d'accès pour pouvoir se rendre compte des mesures qui sont effectuées. Donc là, moi, tu m'as montré, effectivement, je te remercie, mais pour ceux qui ne savent pas, tu peux nous en dire deux mots, parce que la RATP, dans son programme de mesure de la pollution, elle nous parle d'un programme ou d'un logiciel, ou je ne sais quoi, Squall. Ouais. Squall, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'open data, c'est ça? De l'open data, donc des mesures qui sont effectuées quotidiennement. Et si tu veux bien nous en parler, nous dire deux mots et nous présenter, parce que y en a beaucoup qui ne savent pas du tout ce que c'est, comment on y va, et comment on peut se rendre compte, effectivement, de ce que tu as abordé
dans le sujet, c'est-à-dire par rapport au pic de pollution et la pollution qu'il peut y avoir en externe, donc l'exposition à laquelle se sont soumis les salariés et les usagers. Alors, donc la RATP, elle a un programme qui s'appelle Squal, qui donc met en ligne sur Internet, quasiment en temps réel, les valeurs des 3 stations de mesure, enfin en théorie 3, puisque donc il y en a une qui ne marche pas, et que en théorie chacun peut consulter. Alors le problème c'est qu'il faut vraiment être un peu un geek pour trouver l'adresse et pour savoir comment y arriver, mais une fois qu'on sait comment faire, c'est relativement simple. Donc on les a déjà cherchés hein, sur Internet. Donc c'est data.ratp.fr, mais si vous faites Google, Squal, RATP et par exemple Aubert ou Châtelet ou Franklin Roosevelt, puisque c'est les 3 stations, et ben vous allez trouver assez rapidement. Et donc c'est un peu de la technique après, mais les données sont en temps réel. Ce qui est bien, je dis bravo là-dessus, il faudrait encore une fois simplement le faire sur plus de stations et sur plus de mesures. Et là, on a la station Châtelet. Donc on va voir les 3 stations en même temps. Qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit depuis janvier 2013 jusqu'à janvier 2021, c'est super. Bon, on voit que pendant un an, ils ont arrêté de mesurer, c'est un petit peu dommage. Et là, on est autour de 200, on a un pic à presque 500. Quand on parle de 500, c'est quoi? Voilà. Alors, on mesure, c'est un peu technique, on mesure des PM10. Mais 500, c'est 10 fois un pic de pollution en air extérieur. C'est-à-dire qu'en air extérieur, on considère que c'est dangereux d'être exposé à plus de 50 microgrammes par mètre cube de PM10. Bon, ça c'est le truc technique. Mais plus de 50, c'est dangereux. Donc là, en extérieur. Mais là, presque 500, où là, en moyenne, là, on est à 200, facilement 200 pendant des années et des années. Là, ça redescend. Donc ça a diminué, c'est plutôt bien, hein, tant mieux. Là, on est, alors c'est difficile de voir, mais un petit peu moins de 100. Même un petit peu moins de 100, c'est quasiment 2 fois un pic de pollution à l'extérieur tous les jours. Donc quand on prend le métro, on reste quelques minutes sur le quai, on peut discuter, mais quand on travaille dans la station, il y a un vrai problème. Et ça, c'est que Châtelet. Je vais vous montrer donc, les 2 autres stations. Alors, la deuxième, Franklin Roosevelt. C'est une station, ligne 1 du métro, qui est relativement, pas profonde, donc bien aérée. Donc c'est pas trop mal. On voit quand même qu'on a des pics qui dépassent 100, encore une fois, 100 c'est 2 fois un pic de pollution. Là, en janvier 2021, d'après les chiffres officiels, hein, c'est pas les chiffres de Respire, c'est les chiffres officiels, on est à des valeurs entre 100 et 150, donc entre 2 et 3 fois un pic de pollution en air extérieur. C'est dément. Et dernière station, donc Aubert, toujours hein, les mêmes données. Alors là, on a, il y a longtemps, hein, 2013, il y a presque 10 ans, il y a 8 ans, des trucs énormes à 300-400. Là, maintenant, là, les données, et c'est ça qui est dément, les données, elles s'arrêtent fin 2018. Donc, depuis 2 ans, on n'a aucune idée, enfin, vous et moi, parce que je pense que la RATP, elle a les données, mais elle ne les publie pas. On n'a aucune idée de ce qui se passe en termes de pollution à la station Aubert. Et nous, avec nos mesures du CNRS, ce qu'on montre, c'est que c'est la station la plus polluée de tout le réseau. On atteint 500 parfois. C'est énorme. Il y a la pollution du RER, c'est principalement, on en parlera, principalement de la poussière de freinage, mais il y a évidemment la pollution des travaux qui s'ajoute. Et en plus, c'est une station qui est profonde, qui est mal aérée, donc on a des niveaux très élevés de pollution. C'est vraiment dangereux, même sans parler des chiffres de l'étude qu'on a faite avec toi, avec le SAT et donc avec le CNRS. Il y a une vraie inquiétude, il y a une mise en danger. Et là, pour qu'on se comprenne bien, parce qu'effectivement, tu viens de parler des particules, donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que des PM10. Parce qu'on a différentes tailles de particules, et là, donc la RATP, elle mesure les plus grosses. Et dans l'étude qu'on a réalisée, nous, on a été voir un petit peu ce qui se passait au niveau des particules qui sont en dessous, les 2,5 et les 1, et on a trouvé des choses qui pourraient encore plus nous inquiéter, parce que les PM10, ce qu'on m'a dit, c'est que le nez en filtre une grosse partie. Par contre, les 2,5 et les 1, elles vont un peu plus loin dans mon organisme, et elles ont forcément un impact sur ma santé, puisque celles en dessous de 1 vont même dans mon sang.
Donc, ce qui est étonnant, c'est bien de le souligner, on n'est que sur les PM10. Tout à l'heure, tu m'as dit effectivement que la RATP mesurait aussi uniquement, en théorie, à la station Aubert, les particules de 2,5, mais en ce qui concerne les moins de 1 micron, on ne les mesure pas. Et dans l'étude qu'on a fait, on a trouvé des choses assez intéressantes et j'aimerais bien que tu nous en livres quelques-unes pour qu'on comprenne bien un petit peu ce qu'on attend, c'est-à-dire le pourquoi du comment on a réalisé cette étude, en disant effectivement, ok, il y a de la pollution à l'extérieur, il y a de la pollution à l'intérieur, ça a forcément un impact sur la santé des salariés et des usagers, il est temps d'en prendre conscience, de tout mettre en œuvre, déjà dans un premier temps, tu l'as rappelé, de mesurer, pour qu'on puisse avoir des chiffres qui nous permettent de mettre en place des choses qui nous feront comprendre sur le long cours l'évolution de la courbe, comme ça peut être le cas, puisqu'ici, effectivement, tu l'as rappelé, on est en 2013, on a des valeurs assez hautes pour les PM10, et lorsqu'on arrive en 2021, on voit que la RATP n'a pas rien fait. Elle a fait, cependant, elle n'en a pas assez fait, puisqu'on est quand même sur des niveaux assez élevés. Et on n'est que sur les PM10. Donc je te donne la parole pour les 2,5 et les 1, parce que moi, n'étant pas un spécialiste, j'ai découvert beaucoup de choses, je me suis intéressé au sujet, et après, on ira un peu plus loin dans le sujet. Oui, alors tu as tout à fait raison. En fait, la science, elle progresse assez rapidement sur le sujet de la pollution de l'air. Et il y a 10 ans, peut-être, un peu plus, il y a 20 ans, on regardait les PM10, donc c'est des particules dont la taille est inférieure à 10 micromètres, donc c'est un millième de cheveux, donc c'est déjà tout petit. Mais à l'époque, on ne savait pas trop regarder les particules encore plus petites. Et aujourd'hui, les chercheurs, ils regardent des particules donc encore plus petites, les PM2,5, leur taille inférieure à 2,5 microns, ou les PM1, inférieurs à 1 micron, voire les PM0,23, enfin bon, on peut aller de plus en plus petit. Et en fait, le problème, c'est que plus les particules sont petites, plus elles vont pénétrer profondément dans le corps humain. Et donc, les particules les plus petites, elles sont potentiellement beaucoup plus dangereuses que les grosses, qui, comme tu l'as dit, peuvent être filtrées par le nez ou par ce qu'on appelle les voies respiratoires supérieures, quand on crache, enfin, dans les poumons, on a un petit peu un système de nettoyage. Mais les toutes petites, pouf, effectivement, elles passent directement dans le sang, et une fois qu'elles sont dans le sang, eh ben, elles vont dans la circulation sanguine, dans le cœur, dans les veines, dans les artères, et puis après elles vont dans tous les organes. Donc là, il y a des vrais problèmes de santé, notamment avec les particules de frein, donc qui sont des particules métalliques. Certaines sont hyper petites, c'est presque des nanoparticules, donc vraiment des hyper petites particules. Et celles-là, on ne sait pas encore exactement tout sur la manière dont elles fonctionnent, mais on pense qu'elles ont des vraies toxicités, et c'est pour ça que c'est inquiétant. Alors effectivement, là aujourd'hui on mesure les PM10, sur Aubert en théorie il mesure les 2,5, mais comme la station ne marche pas, donc on n'a pas d'infos. C'est la seule d'ailleurs. C'est la seule. Et donc nous on a mesuré encore donc beaucoup plus de particules. Et ce qu'on a montré, et ce qu'on avait déjà montré dans l'étude précédente, donc celle de 2019, c'est que plus de 90% des particules qu'on trouve dans le métro sont des petites particules. C'est pas comme si on parlait d'un truc qui était anecdotique. En fait, la quasi-totalité des particules sont des toutes petites particules, ces particules donc qui sont plus dangereuses parce qu'elles vont rentrer plus profondément dans le corps humain. Voilà, c'est vraiment un souci pour la santé. Et on parlait de réglementation, donc là, la RATP, elle va nous dire, moi je respecte la réglementation, donc je fais les mesures qu'on me demande de faire, enfin quand je peux les faire et quand je veux bien vous donner les résultats. Mais donc sur le danger qu'on encourt et qui va avoir un impact au long cours sur notre santé, rien. Donc on peut demander aussi pourquoi, dans le cadre de la transparence, on ne va pas plus loin puisqu'on a les outils. Donc ça c'est aussi un souhait qu'on peut avoir. Et quand tu dis, à travers l'étude qu'on a menée, on a découvert ou on a vu des choses qu'on savait déjà mais qu'on a pu mesurer, la RATP, elle n'a pas dit un mot là-dessus dans la contestation. C'est ça qui est dommage. C'est-à-dire, elle aurait pu dire, bon, effectivement, vos mesures, elles mettent en évidence des choses. À ce jour, nous, on ne s'est pas penché là-dessus. Donc moi, je suis quand même inquiet parce que je suis syndicaliste et c'est pour ça que je t'ai contacté. Parce que si je me dis, on sait que ça a un impact sur la santé et c'est pas mesuré, et là en l'occurrence on parle de pollution, parce que c'est le mot qu'on utilise, c'est pollution.
c'est qu'il y a quelque part, à partir du moment où on parle de pollution, un impact sur l'environnement, et l'environnement dans lequel je travaille et dans lequel les voyageurs circulent. Donc si rien n'est fait, on va tourner en rond en fait. On va continuer à faire des mesures, tu vas continuer toi de ton côté avec l'association à mettre en évidence tout ça, et en fait on va avoir un combat de contestation sur les chiffres et les mesures, mais rien ne sera fait, ou alors on sera incapable de mesurer, et c'est là où je me dis, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc ton combat, toi, il n'est pas nouveau. Moi, j'arrive dans le dispositif parce que je suis intéressé, et je pense que de nombreux salariés, et je pense aussi à ceux qui ont participé, puisqu'on en parlait, à la cohorte Edgar. Donc c'était une étude qui a été réalisée euh, euh, par la RATP sur des agents RATP et qui concerne la mortalité de ces derniers sur une longue période. Donc la première cohorte d'Edgar avait mis en évidence l'impact de la pollution sur la santé des salariés. Alors c'est des bronchites. Après je ne suis pas non plus médecin et je ne vais pas rentrer dans le débat, mais on voyait bien que ça avait un impact. D'ailleurs ça avait été signifié dans la conclusion de l'enquête. Et donc une nouvelle étude devait être mise en place, et elle a dû être mise en place pour les salariés, donc de 2000 à 2012, et à ce jour, la RATP refuse de la communiquer, donc on n'en sait pas plus sur le sujet, mais on s'intéresse et on sait qu'il y a de nombreux salariés qui ont participé à cette cohorte. Ben, on les invite à se rapprocher du médecin du travail qui les a lancés dans cette étude pour qu'ils puissent obtenir les résultats de cette cohorte, et s'ils le peuvent et s'ils le souhaitent, nous les transmettre aussi. Donc un enjeu de société, un enjeu par rapport à ton association, une difficulté à se mettre autour de la table, parce qu'en fait c'est ça que tu vas essayer de faire, c'est de rentrer en contact avec la RATP pour qu'elle puisse de nouveau s'intéresser à ton point de vue et mettre en œuvre des actions qui permettent à la fois de rassurer ceux que tu représentes, c'est-à-dire l'ensemble des voyageurs qui circulent tous les jours dans les espaces du métro, et par la même occasion les salariés. Rappelons une chose qui est importante, c'est que le voyageur, lui, dans le temps de trajet, dans une étude qui a été faite par la RATP, elle avait estimé que c'était 1 heure de sa vie par jour. Bon, on en est bien loin aujourd'hui, je pense que les trajets se sont rallongés. Il y a aussi une chose qu'il faut prendre, par contre pour les salariés, nous c'est 7h15, 7h34, et pour les agents, donc c'est 7h34, et donc il fallait vraiment démontrer. Donc qu'est-ce qui se passe avec la RATP? Pourquoi la RATP, après que l'article soit paru, elle s'est tout de suite empressée de contester ce que tu mettais en avant? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle ne veut pas entendre? Pourquoi elle ne veut pas te rencontrer? Je ne sais pas trop ce qui se passe à la direction de la RATP. Moi, je me souviens qu'une fois, j'avais été invité à un CHSCT des conducteurs de la RATP il y a 3 ans par un copain d'un autre syndicat. Et qu'ils m'ont gentiment fait sortir de la réunion, ce que j'ai trouvé complètement absurde, parce qu'on avait été invité par un représentant du personnel et qu'on avait justement des choses à dire sur l'étude de cohorte. Donc je trouve ça absolument absurde. J'ai écrit un courrier, j'ai rencontré il y a quelques mois des représentants de la direction de l'entreprise qui m'ont assuré qu'ils allaient faire plein de choses et que tout allait bien. Mais là, on voit bien que, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de transparence. Il faut pouvoir vraiment discuter avec des gens comme nous, les associatifs, avec des gens comme toi, les représentants du personnel, parce que c'est un sujet trop important pour que, quand on nous dit circuler, il n'y a rien à voir, vous inquiétez pas, les mesures, on les fait, elles sont bonnes, alors qu'elles ne sont pas bonnes, on vient de le voir. Vous inquiétez pas, sur la santé, il n'y a aucun risque, mais bon, la cohorte, personne n'a le droit d'y avoir, de jeter un œil. Ça rassure pas les gens. Donc s'il n'y avait vraiment aucun problème, je trouve qu'il devrait être
plus ouvert, ouvrir de la transparence avec encore une fois toutes les parties prenantes, donc vous et nous. Et puis on devrait pouvoir en parler tranquillement. C'est pas le cas. Et puis il y a toujours ce double discours. Il n'y a aucun problème, mais en même temps, oui, on fait plein d'efforts pour diminuer la pollution. Donc c'est qu'il y a un problème si vous faites des efforts pour diminuer la pollution. Encore une fois, on n'est pas contre, à bas, je sais pas trop quoi. On veut améliorer la situation, on veut trouver des solutions, on veut chercher à comprendre comment faire pour que ça aille mieux pour les salariés et pour les employés, et les usagers, pardon. Et faut qu'on puisse en discuter. L'omerta, la stratégie de l'autruche, c'est pas possible. Surtout qu'on est dans une entreprise publique. Voilà, on devrait être tous contents et fiers de ce qui se passe, et je trouve que c'est pas le cas aujourd'hui. Olivier, moi je tiens à te remercier pour le syndicat que je représente. Naturellement, pour ceux que ça intéresse, ils peuvent te suivre à travers l'association, Ouais. donc sur Twitter et tous les réseaux sociaux. Tu as traité ce sujet depuis pas mal de temps. Nous, on va suivre avec toi un petit peu cette actualité, et puis on mettra tout en œuvre pour que il y ait des choses de réalisées, qu'on ait effectivement, comme tu l'as dit, cette transparence, que les salariés sachent ce à quoi ils sont exposés, que l'entreprise, parce que l'entreprise a des obligations légales envers ses salariés. L'article 41-21 du Code du travail stipule qu'elle doit tout mettre en œuvre pour protéger la santé des salariés. Là, en l'occurrence, j'ai pas l'impression que ce soit le cas, mais bon, c'est un autre débat, c'est un autre sujet, ça se fera dans un autre temps. Dans un premier temps, c'était effectivement faire reconnaître la mauvaise foi de la RATP face à la pollution. Et je le rappelle, hein, on parle de pollution. Donc ce qui nous anime, c'est comment on va tout mettre en œuvre pour diminuer cette pollution. C'est le principe de ton association, c'est l'enjeu qui est le tien, c'est l'enjeu qui est le mien pour les salariés. On va suivre ça de près. Donc je le disais, pour ceux qui le souhaitent, l'association nationale Respire sur la qualité de l'air, vous les retrouvez sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne le SAT-RATP, on sera toujours là, hein, pour les agents. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, satratp@free.fr, pour tous ceux qui ont des questions et qui souhaitent avoir un complément d'information, ou qu'il y ait des réponses apportées à leurs questions, ou qui souhaitent savoir quelles actions on peut entreprendre pour motiver un peu la RATP et les donneurs d'ordre, pour faire en sorte que voilà, ce fléau ne soit qu'un vague souvenir, et qu'on puisse circuler et travailler dans de bonnes conditions dans les espaces tels que le métro. Est-ce que tu peux nous dire un mot par rapport à ce qui a été entrepris par une organisation syndicale, et ce que ça peut engendrer aussi? C'est important, même si ce n'est pas la mienne, mais au moins qu'on soit le plus transparent possible, parce que la décision est quand même importante. Oui, l'année dernière, on avait fait une première campagne de mesures avec les gars, les copains de la CFDT, la Fédération des Transports. Et la CFDT a fait un recours en justice, donc jusqu'au Conseil d'État, qui est un peu l'administration suprême en termes de droit administratif, contre l'État, parce que en fait, à l'intérieur du métro, on est dans une sorte de zone de non-droit. C'est-à-dire que je vous ai parlé des pics de pollution, ça vaut pour l'air extérieur. Et en souterrain, en gros, il n'y a quasiment pas de réglementation, et il n'y a pas ces notions de pics. La CFDT, elle a dit, mais bon, c'est absurde, il faut mettre dans la loi des niveaux maximum de pollution qui correspondraient à ce qui est dangereux ou pas pour les salariés et les usagers. Et le Conseil d'État, l'été dernier, dit que la CFDT avait raison, et elle a exigé du gouvernement qu'il fasse une nouvelle loi qui fixe des seuils maximum de pollution dans le métro, et le gouvernement devait le faire. Elle avait jusqu'à la semaine dernière, je crois, pour le faire. Ils n'ont rien fait. J'espère que c'est juste un délai. Malheureusement, le gouvernement n'est pas très efficace sur la qualité de l'air. Mais en tout cas, il y a un vrai enjeu, et il y a une décision de justice qui est super importante. Encore une fois, c'est le Conseil d'État qui ordonne au gouvernement de prendre des mesures. Voilà, on attend tous que ça soit suivi de fait. Donc on va suivre ça de près. Naturellement, on reviendra vers toi, on te réinvitera si des nouvelles choses arrivent. En attendant, moi, de souhaiter une bonne continuation, et puis longue vie à ton association.
Bah, merci à toi et puis à très bientôt, j'espère. Merci. Merci.